J'étais debout devant l'évier de la cuisine quand l'appel est arrivé. La lumière du soir s'estompait derrière la longue rangée de pins à l'extérieur de ma fenêtre. La journée avait été calme, trop calme. Alors, quand le nom de mon fils s'est allumé sur mon téléphone, une chaleur familière a envahi ma poitrine. « Salut, Caleb », ai-je répondu en m'essuyant les mains sur un torchon. « Salut, maman », dit-il, d'une voix sèche, distraite. « Je prends juste des nouvelles. On va bientôt dîner. » Un endroit chic que sa cousine leur avait recommandé. Il y avait du bruit derrière lui, des bruits de vaisselle, des bavardages lointains, des pas sur le trottoir. Lui et sa femme étaient toujours à l'étranger. J'ai posé quelques questions douces sur leur voyage. Il a répondu poliment, mais sans grand intérêt, comme quelqu'un qui a déjà l'esprit ailleurs. « Bon, dit-il finalement, on se reparlera plus tard. Je t'aime. »« Je t'aime aussi, mon chéri. » J'ai attendu la tonalité de fin d'appel. Elle n'est pas venue. À la place, j'ai entendu un froissement, le bruit d'un tissu frôlant son manteau. Puis sa voix à elle, basse et désinvolte. « C'était qui ? » ?»« Maman, » marmonna-t-il. « Probablement encore quelque chose à propos de la maison, » soupira-t-il. Et ce qui a suivi m'a glacé le sang. Je te jure quel empire. C'est un fardeau. Une fois qu'elle ne sera plus là, on prendra la maison. Elle vaut plus d'1 million maintenant. Facile. Ma main s'immobilisa sur le comptoir. On la culpabilisera, ajouta-t-il. Ça marche toujours. Je n'ai pas respiré, je n'ai pas bougé. Je suis resté figé, le téléphone toujours collé à mon oreille, écoutant les deux personnes à qui j'avais ouvert ma maison exposer leurs plans pour un avenir où je n'existais pas. Ma maison, mon foyer. Ce n'était rien de plus qu'un bien pour eux. Et j'étais un inconvénient qui bloquait leur chemin. Vous savez, je suis assise ici dans mon petit appartement à Seattle en ce moment à vous raconter cette histoire, et je me souviens encore de la sensation de l'air à ce moment-là. Lourd, impossible. Je suis curieuse, où êtes-vous en ce moment en écoutant ceci? Êtes-vous près d'ici, dans l'État de Washington? Peut-être êtes-vous à l'autre bout du pays en train de prendre votre café du matin ou à l'autre bout du monde où c'est déjà demain. Laissez un commentaire et dites-moi où vous êtes et quelle heure il est pour vous. Et si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre vie, allez-y et appuyez sur le bouton j'aime pour que je sache que je ne suis pas seul. Partagez ceci si vous pensez que quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'ai fait ensuite, car ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Quelque chose s'est fissuré en moi. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, plutôt comme une fissure capillaire se formant le long d'une faille qui s'affaiblissait depuis des années. Ils pensaient que l'appel était terminé. Ils ne savaient pas que j'avais entendu chaque mot, et ils n'avaient aucune idée que les documents sur lesquels ils comptaient avaient déjà été examinés par mon avocate la semaine précédente pour des raisons entièrement différentes. Je suis resté là, dans ma cuisine, la même cuisine où j'avais autrefois préparé des déjeuners pour l'école, équilibré des chéquiers et emballé des cadeaux d'anniversaire pour un petit garçon qui me disait qu'il prendrait toujours soin de moi. Le téléphone était encore chaud dans ma main. Les ombres du soir s'allongeaient sur le sol, et je ne pouvais m'empêcher de rejouer ce que je venais d'entendre. Un fardeau. C'est comme ça qu'il m'appelait. Pas sa mère. Pas la femme qui avait cumulé 3 emplois pour garder un toit au-dessus de sa tête. Pas la personne qui avait vendu la bague de sa grand-mère pour aider à payer ses frais de scolarité. Un fardeau. Les mots résonnaient dans mon esprit comme des pierres tombant dans une eau calme. Chaque ondulation s'élargissant jusqu'à toucher chaque souvenir que j'avais essayé de protéger. J'ai posé le téléphone avec précaution sur le comptoir comme s'il pouvait se briser. Mes jambes semblaient instables. J'ai tiré une chaise et me suis assise à la table de la cuisine, fixant le vide. La maison était silencieuse autour de moi. Trop silencieuse. Le genre de silence qui appuie contre vos oreilles et vous fait prendre conscience de votre propre rythme cardiaque. Depuis combien de temps se sentait-il comme ça? Combien de dîners avais-je préparé pendant qu'il chuchotait à propos de ma mort dans une autre pièce? Combien de fois m'avaient-ils souri, m'avaient-ils serré dans leurs bras, m'avaient-ils remercié, tout en comptant les jours jusqu'à ma disparition? J'ai pensé aux dernières années, à la façon dont ils avaient emménagé après que Caleb ait perdu son emploi. Comment je me disais que c'était temporaire, que les familles s'entraident dans les moments difficiles. J'avais repeint moi-même la chambre à l'étage, acheté de nouveaux draps, vidé des placards, fait de la place dans le garage pour leurs affaires. Je pensais être une bonne mère.
Je pensais leur donner un endroit sûr pour se reconstruire. Mais quelque part en chemin, ma générosité avait été confondue avec de la faiblesse. Ma gentillesse avait été réinterprétée comme du désespoir, et ma maison avait cessé d'être la mienne. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine. Les murs que j'avais peints en jaune pâle parce que cela me rappelait la lumière du matin. La fenêtre au-dessus de l'évier où j'avais vu les orages passer et les saisons changer. Le sol que j'avais lavé 1000 fois. La table où je m'étais assis seul temps de nuit, me demandant si j'en avais fait assez, si j'avais été assez, si j'avais assez aimé. C'était censé être mon sanctuaire. Au lieu de cela, c'était devenu une salle d'attente pour ma propre obsolescence. J'ai ouvert le tiroir à côté de la cuisinière et j'ai cherché la petite boîte en métal que je gardais au fond. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété de la maison, les papiers originaux de l'époque où je l'avais acheté des années auparavant avec l'argent de l'assurance vie de mon mari. Chaque signature était la mienne. Chaque paiement avait été le mien. Chaque sacrifice qui avait bâti cet endroit venait de mes mains, de mon temps, de ma vie. J'ai passé mes doigts sur le document, sentant son poids. Caleb n'avait aucune idée que seulement 10 jours plus tôt, j'avais déjà contacté une avocate. Non pas parce que je soupçonnais quelque chose, mais parce qu'une amie proche m'avait mise en garde contre des cas d'abus financiers envers les personnes âgées dont elle avait entendu parler. Elle m'avait suggéré d'ajouter des protections à mon patrimoine, juste au cas où. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai fermé la boîte et l'ai remise dans le tiroir. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Caleb. J'espère que tu vas bien, maman. On se parle bientôt. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai éteint mon téléphone. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti de culpabilité pour le silence. J'ai ressenti de la clarté. Cette clarté que j'ai ressentie, assise à ma table de cuisine, n'est pas arrivée de nulle part. Elle s'était construite pendant des années, superposée sous chaque excuse que j'avais trouvée, chaque limite que j'avais laissé franchir. Chaque moment où j'avais choisi la paix plutôt que la vérité. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, vous devez savoir où tout a commencé. Je suis devenu veuve à 34 ans. Un instant, j'avais un mari, un partenaire, un avenir. L'instant d'après, j'avais un fils de 7 ans, une montagne de factures d'hôpital et un chèque d'assurance vie qui ressemblait à de l'argent du sang. Les gens me disaient que j'étais forte. Ils disaient que je gérais bien la situation. Ils ne me voyaient pas dans la salle de bain à 2 heures du matin, les mains appuyées sur le lavabo, essayant de me souvenir comment respirer sans sangloter. Mais Caleb avait besoin de moi. Et quand vous êtes le seul parent restant, vous n'avez pas le luxe de vous effondrer. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai pris cet argent d'assurance et j'ai acheté une modeste maison à l'extérieur d'Asheville. Rien d'extraordinaire. 3 chambres, un jardin assez grand pour une balançoire et un porche où je pouvais m'asseoir avec mon café le matin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à nous. Un endroit où nous pouvions recommencer. Un endroit qui sentait la possibilité au lieu de la perte. Je travaillais comme réceptionniste pendant la journée. Le week-end, je nettoyais des bureaux. Certains mois, quand les temps étaient durs, je prenais des contrats de traiteur. Je portais des chaussures avec des trous dans les semelles et j'ai appris à faire durer un poulet pour 4 repas. J'achetais mes vêtements dans des friperies et je coupais les cheveux de Caleb dans la cuisine parce qu'un coiffeur coûtait 20 $ que nous n'avions pas. Mais Caleb n'a jamais manqué de rien. Il avait des chaussures neuves chaque année scolaire. Il avait des fêtes d'anniversaire avec un gâteau et des amis. Il avait une mère qui se présentait à chaque match, chaque récital, chaque réunion parents-professeurs, même quand je devais réorganiser 3 horaires de travail pour y arriver. Je me disais que ça en valait la peine. Je me disais qu'il se souviendrait de l'amour, pas du sacrifice. Et pendant un certain temps, j'ai cru qu'il le ferait. Quand Caleb a reçu sa lettre d'acceptation à l'université, j'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, mais parce que cela semblait être une preuve. La preuve que toutes les nuits blanches, les comptes en banque vides et les pieds endoloris avaient signifié quelque chose. Il allait avoir des opportunités que je n'avais jamais eues. Il allait se construire une vie dont je ne pouvais que rêver. Les frais de scolarité étaient brutaux. Même avec des bourses, il y avait des manques, des grands. J'ai vendu la bague de ma grand-mère, le seul bijou que je m'étais promis de ne jamais céder. Elle était dans notre famille depuis 3 générations. Mais qu'est-ce qu'une bague comparée à l'avenir de votre enfant? J'ai pris un autre emploi. J'ai arrêté d'acheter tout ce qui n'était pas essentiel.
J'ai appris à vivre avec 4 heures de sommeil et à me convaincre que c'était suffisant. Caleb a obtenu son diplôme avec mention. J'étais assise dans ce stade, entourée de centaines d'autres familles, et j'avais l'impression que mon cœur allait éclater. Il a traversé cette scène et j'ai pensé à chaque sacrifice qui avait mené à ce moment. Ça en valait la peine. Chaque parcelle. Il a trouvé un emploi en marketing, a rencontré une fille, s'est fiancé. Je l'aimais assez bien au début. Elle était polie, ambitieuse, toujours habillée comme si elle se rendait à une réunion importante. Elle m'appelait par mon prénom au lieu de n'importe quelle version de maman, ce qui me semblait un peu étrange, mais je n'ai pas insisté. J'ai supposé que c'était juste la façon dont les jeunes faisaient les choses maintenant. Quand ils se sont mariés, j'ai payé pour les fleurs. Ce n'était pas dans le budget, mais j'ai trouvé un moyen. J'ai toujours trouvé un moyen. 1 an plus tard, Caleb a perdu son emploi. L'entreprise a réduit ses effectifs. Il était dévasté. Il m'a appelé en larmes, ce qu'il n'avait pas fait depuis qu'il était petit garçon. Mon instinct a immédiatement pris le dessus, le même instinct qui nous avait maintenus à flot toutes ces années. Viens rester avec moi, ai-je dit. Juste jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Ils ont emménagé 2 semaines plus tard. Je me disais que c'était temporaire. Je me disais que je faisais ce que font les mères. Les familles prennent soin les unes des autres. C'est ce que j'avais toujours cru. J'ai repeint la chambre d'amis. J'ai fait de la place dans les placards. J'ai rempli le réfrigérateur avec les choses qu'ils aimaient. Je voulais qu'ils se sentent les bienvenus, en sécurité, qu'ils sachent qu'ils avaient un foyer où atterrir quand le monde semblait incertain. Mais les semaines se sont transformées en mois. Les mois en 1 année, puis 2. Et quelque part pendant ce temps, quelque chose a changé. Au début, c'était de petites choses. Ils ont arrêté de demander avant d'utiliser ma voiture. Ils ont redécoré le salon sans le mentionner. Ils ont commencé à parler de la maison comme de la leur dans les conversations avec des amis. Je l'ai entendu une fois alors qu'ils étaient en haut-parleur dans la cuisine. Ouais. Passez chez nous ce week-end. Chez nous. Pas chez moi. Pas chez ma mère. Chez nous. Je me suis dit que j'étais susceptible. Je me suis dit que peu importait comment il l'appelait tant que nous étions tous ensemble. Mais ça importait, parce qu'à chaque mois qui passait, je me sentais rétrécir. Mes routines étaient interrompues. Mon espace était réorganisé. Ma voix dans ma propre maison devenait de plus en plus silencieuse jusqu'à ce que je ne sois plus sûr qu'elle existait. J'ai commencé à demander la permission d'utiliser ma propre cuisine quand il cuisinait. Je m'excusais d'être dans le chemin. Je marchais sur la pointe des pieds dans mes propres couloirs. Caleb a cessé de prendre de mes nouvelles aussi souvent. Les conversations sont devenues plus courtes. Superficielles. Il était occupé, disait-il, stressé par la recherche de travail. Je comprenais. J'ai toujours compris. Mais la vérité, c'est que j'avais cessé d'être sa mère. J'étais devenu sa propriétaire, sa femme de ménage, sa solution de facilité, et il avait cessé de me voir comme une personne. Je n'avais simplement pas réalisé à quel point c'était allé loin jusqu'à ce que j'entende ces mots au téléphone. Un fardeau. Assise là, à ma table de cuisine, le téléphone éteint, l'acte de propriété dans le tiroir, j'ai finalement compris. La trahison n'avait pas commencé ce soir-là. Elle se déroulait au ralenti depuis des années, et je l'avais laissé faire. Il y a une différence entre accueillir quelqu'un chez soi et le regarder prendre le contrôle. La ligne est mince, presque invisible au début, mais une fois qu'on la voit, on ne peut plus l'ignorer. Ça a commencé avec le courrier. Environ 3 mois après leur emménagement, j'ai remarqué que des lettres qui leur étaient adressées étaient livrées à la maison. Pas des avis de suivi, pas de la correspondance temporaire, des changements d'adresse permanents, des relevés bancaires, des factures de carte de crédit, des adhésions. Ils avaient tout mis à jour sans me demander. Quand je l'ai mentionné, Caleb a haussé les épaules. C'est juste plus simple, maman. On est là de toute façon. J'ai hoché la tête. Bien sûr. C'était logique. Pourquoi ne serait-ce pas logique, sauf que ça ne semblait pas logique. Ça ressemblait à du permanent, comme des racines qui s'enfoncent sans permission. Puis sont venus les meubles. Un samedi après-midi, je suis rentré de l'épicerie pour trouver le salon complètement réorganisé. Le canapé pour lequel j'avais économisé pendant des mois avait été poussé contre le mur du fond.
Une nouvelle table basse trônait au centre de la pièce, moderne et en verre, rien à voir avec celle en bois chaleureux que j'avais choisie des années auparavant. On a pensé que l'espace avait besoin d'une meilleure circulation, a dit sa femme, sans lever les yeux de son téléphone. Tu ne trouves pas que c'est mieux comme ça? Je suis resté là, tenant des sacs d'épicerie, fixant une pièce qui ne me semblait plus être la mienne. C'est bien, ai-je dit. Mais ce n'était pas bien. Ma table basse était dans le garage. Je l'ai trouvée plus tard, coincée derrière des boîtes. Un pied était éraflé. La cuisine a suivi. Ils ont remplacé mon liquide vaisselle par leur marque préférée. Acheté un nouvel ensemble de casseroles et de poêles et déplacé les miennes dans le placard du bas où je devais m'agenouiller pour les atteindre. Réorganiser le garde-manger pour que je ne trouve plus rien sans chercher. Installer une cafetière sophistiquée sur le comptoir où ma boîte de recettes se trouvait. Cette boîte de recettes avait appartenu à ma mère. Je l'avais gardée au même endroit depuis plus d'une décennie. Maintenant, elle était sur le réfrigérateur, hors de vue, prenant la poussière. On a pensé que tu apprécierais la mise à niveau, a dit Caleb quand je l'ai interrogé sur la cafetière. Tu as toujours dit que tu en voulais une. Ce n'était pas le cas. Je l'avais mentionné une fois en passant des années auparavant et j'avais décidé que je n'en avais pas besoin. Mais il ne se souvenait pas de cette partie. Ou peut-être qu'il s'en fichait. La chambre à l'étage est devenue leur projet personnel. Je l'avais peinte en bleu doux à leur arrivée, pensant que ce serait apaisant. 6 mois plus tard, je suis rentré à la maison pour la trouver grise, d'un gris foncé et orageux. Le genre qui avale la lumière au lieu de la réfléchir. Il nous fallait quelque chose de plus adulte, a expliqué sa femme. J'espère que ça ne te dérange pas. On a gardé le reste de la peinture au cas où tu voudrais faire des retouches. Des retouches sur quoi? C'était leur chambre maintenant. Mon avis n'avait pas été demandé. Mon approbation n'avait pas été nécessaire. Ça me dérangeait. Ça me dérangeait profondément, mais je ne l'ai pas dit, car qu'aurais-je dit? Que je me sentais effacé dans ma propre maison. Que chaque changement ressemblait à un petit vol? Que je disparaissais, une pièce à la fois. Cela semblait dramatique, même dans ma propre tête. Ils ont commencé à organiser des dîners sans me le dire. Je rentrais à la maison pour trouver des voitures dans l'allée, des étrangers dans mon salon, des verres à vin sur ma table. Ils me présentaient nonchalamment comme si j'étais une colocataire qu'ils avaient oublié de mentionner. C'est la mère de Caleb. Elle vit ici aussi. Vit ici aussi. Comme si ce n'était pas ma maison, comme si j'étais l'invité. J'ai commencé à me retirer dans ma chambre de plus en plus tôt chaque soir. C'était le seul espace qui me semblait encore appartenir, la seule porte que je pouvais fermer et prétendre que j'avais le contrôle sur quelque chose. Mais même cela est devenu compliqué. Un après-midi, j'ai remarqué que la serrure de la porte de ma chambre coinçait. En y regardant de plus près, j'ai réalisé qu'elle avait été entièrement retirée, juste le mécanisme. La poignée tournait toujours, mais ne se verrouillait pas, ah oui, a dit Caleb quand j'ai demandé. On a pensé que c'était un problème de sécurité. Et si tu tombais et qu'on ne pouvait pas entrer? J'avais 63 ans. Je n'étais pas tombé. Je n'étais pas fragile. Mais le souligner m'aurait fait paraître sur la défensive, difficile, ingrate. Alors, je n'ai rien dit. J'ai arrêté d'inviter des amis. C'était plus simple comme ça. Plus simple que d'expliquer pourquoi ma maison ne me semblait plus être ma maison. Plus simple que de les voir remarquer la tension, la gêne, la façon dont je demandais la permission de faire du thé dans ma propre cuisine. J'ai arrêté de cuisiner les plats que j'aimais parce qu'ils ne les aimaient pas. J'ai arrêté de regarder mes émissions dans le salon parce qu'ils utilisaient toujours la télévision. J'ai arrêté de m'asseoir sur le porche le soir parce qu'ils l'avaient transformé en leur espace de travail extérieur, avec une table, des chaises et un système de classement qui occupait chaque centimètre d'espace. Un matin, j'ai ouvert la boîte aux lettres et j'ai trouvé une facture qui leur était adressée. L'adresse de l'expéditeur indiquait notre numéro de maison, notre rue, mais leur nom comme résidence principale. Le mien était listé en dessous en plus petits caractères, comme un locataire, comme quelqu'un qui vivait là avec permission. Je suis resté au bout de l'allée, tenant cette enveloppe, et j'ai senti quelque chose se glacer en moi. Ce n'était pas temporaire. Ce n'était pas une phase. Ce n'était pas eux qui se remettaient sur pied. C'était une prise de contrôle. Et j'avais eu trop peur de l'appeler par son nom. Trop peur d'être la mère difficile, la mère envahissante,
celle qui ne pouvait pas lâcher prise et laisser son fils vivre sa vie. Mais ce n'était pas sa vie à vivre. C'était la mienne. Et je ne la reconnaissais plus. Je suis rentré dans la maison, cette enveloppe toujours à la main, et j'ai regardé autour de moi. Chaque coin avait été changé. Chaque surface avait été revendiquée. Chaque centimètre d'espace avait été réécrit pour correspondre à leur vision. Et j'avais laissé faire. Non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne savais pas comment l'arrêter sans avoir l'impression d'être le problème. Cette prise de conscience s'est installée en moi, comme une attente. Je n'étais pas en train de perdre ma maison. Je l'avais déjà perdue. Cet appel téléphonique tournait en boucle dans ma tête. J'ai essayé de le repousser. J'ai essayé de me convaincre que j'avais mal entendu. J'ai essayé de me dire qu'il y avait un contexte qui m'échappait. Une explication qui adoucirait les contours de ce que j'avais entendu. Mais les mots étaient clairs. Trop clairs. C'est un fardeau. Une fois qu'elle ne sera plus là, on prendra la maison. J'entendais sans cesse sa voix. Pas en colère. Pas contrarié, juste désinvolte, pragmatique, comme s'il discutait d'un inconvénient mineur qui finirait par se résoudre, comme si j'étais un problème avec une date d'expiration. Et sa réponse, pas de choc, pas de correction, juste un accord, comme s'ils en avaient déjà discuté, comme si c'était déjà leur plan et qu'ils la mettaient simplement au courant du calendrier. Je suis resté assise dans le noir cette nuit-là, longtemps après que la maison se soit tue. La porte de ma chambre, celle sans serrure fonctionnelle, est restée fermée mais non verrouillée. Je n'ai allumé aucune lumière. Je suis simplement resté assise sur le bord de mon lit, le téléphone à la main, fixant le journal d'appel. Le nom de Caleb, 32 minutes. J'ai appuyé sur Play sur l'enregistrement que j'avais fait. Oui, je l'avais enregistré. Au moment où j'ai réalisé que l'appel n'avait pas été coupé, un instinct m'a dit que j'avais besoin de preuves. La preuve que je n'imaginais pas les choses, que ce n'était pas le deuil, la paranoïa ou la solitude qui me jouaient des tours. J'avais besoin de savoir que c'était réel. Alors, j'avais ouvert l'application de mémo vocal avec des mains tremblantes et capturé chaque mot. Maintenant, assise dans l'obscurité, j'ai réécouté. Sa voix est sortie du haut-parleur, lointaine mais sans équivoque. Je te jure qu'elle empire. Empire. Comme si je me détériorais. Comme si l'âge était un crime, comme si vieillir signifiait que je méritais moins de respect, moins de considération, moins d'humanité. Une fois qu'elle ne sera plus là, on prendra la maison. Elle vaut plus d'1 million maintenant. Facile. Voilà. Le chiffre, l'estimation. Ils s'étaient déjà renseignés. Ils avaient déjà calculé ma valeur en termes immobiliers. Ils avaient déjà mesuré ma vie par rapport à la valeur du marché. J'ai entendu sa femme rire. Pas un rire cruel, juste amusé, comme s'il avait fait une observation intelligente. On la culpabilisera, a-t-il poursuivi. Ça marche toujours. J'ai arrêté l'enregistrement. Mes mains tremblaient. La culpabilité. Il avait transformé mon amour en arme. Transformé chaque moment de ma générosité en manipulation. Chaque fois que j'avais dit oui alors que je voulais dire non, chaque fois que j'avais mis leur confort avant le mien, chaque fois que je m'étais excusé d'exister dans mon propre espace, il le savait. Il savait exactement comment me contrôler. Et il le faisait depuis des années. J'ai repensé à toutes les conversations que nous avions eues récemment, chaque demande, chaque suggestion. J'ai commencé à les voir différemment maintenant, comme si je tirais un rideau et réalisais que toute la scène avait été préparée. Maman, ça te dérangerait si on utilisait ta voiture ce week-end? La nôtre a encore des problèmes. Maman, on pense à repeindre le couloir. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Maman, on a invité des amis. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Chaque question était formulée pour que le refus paraisse égoïste, chaque faveur présentée comme si je serais déraisonnable de la refuser, et j'étais tombé dans le panneau à chaque fois parce que je ne voulais pas être la mère difficile. Je ne voulais pas être le fardeau qu'il pensait apparemment déjà que j'étais. J'ai écouté l'enregistrement une 3e fois. Cette fois, je me suis concentré sur le ton, la facilité, l'absence d'hésitation. Ce n'était pas une nouvelle pensée. Ce n'était pas quelque chose dit sous le coup de la colère ou de la frustration qu'il regretterait plus tard. C'était un plan. Un plan qui nécessitait mon absence, pas ma présence, pas ma participation, mon absence. J'ai pensé à l'expression « ne plus être là ».
Qu'est-ce que cela signifiait exactement? S'attendait-il à ce que je meure de manière opportune? Attendait-il un accident, une maladie, une progression naturelle qui me retirerait de l'équation? Ou prévoyait-il activement de me pousser dehors? La chambre semblait plus petite. Soudain, les murs plus proches. Je ne pouvais plus respirer correctement. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un avait enroulé une corde autour de mes côtes et avait tiré. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. La rue dehors était vide. Un seul lampadaire projetait un cercle de lumière pâle sur le trottoir. Tout semblait normal, paisible, ordinaire, mais plus rien n'était ordinaire. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide et j'ai fermé les yeux. Comment une mère se remet-elle de ça? Comment réconcilier l'enfant que vous avez élevé avec la personne qui vous voit comme un obstacle? Comment séparer le garçon qui vous tenait la main sur les parkings de l'homme qui discute de votre mort comme d'une opportunité financière? Je ne pouvais pas. Le garçon dont je me souvenais n'existait plus. Peut-être n'avait-il jamais existé. Peut-être avais-je été si occupé à essayer de tout lui donner que je n'avais jamais remarqué ce qu'il devenait. Ou peut-être que les gens changent. Peut-être que l'amour ne suffit pas. Peut-être que le sacrifice ne garantit pas la loyauté. Peut-être avais-je été stupide de le croire. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre. Une femme plus âgée me regardait en retour, fatiguée, usée, invisible, mais pas partie, pas encore. Quelque chose s'est durci dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de la rage, quelque chose de plus froid, de plus tranchant, quelque chose qui ressemblait au début d'une décision sur laquelle je ne pourrais pas revenir. Il voulait que je ne sois plus là. Il voulait ma maison, mon argent, mon absence. Il voulait que je sois effacé, pour pouvoir occuper l'espace que j'avais construit et prétendre qu'il l'avait mérité. Mais cette maison n'était pas la leur. Cette vie n'était pas la leur, et je n'avais pas fini de la vivre. Je suis allé à mon placard et j'ai sorti la petite boîte inifugée que je gardais sur l'étagère du haut. À l'intérieur se trouvaient mes documents importants, acte de naissance, carte de sécurité sociale, certificat de mariage, certificat de décès de mon mari, et l'acte de propriété. Je l'ai tenu dans mes mains, sentant le poids du papier, la signification de l'encre, mon nom. Seulement mon nom. Je l'avais mérité. J'avais saigné pour ça. J'avais tout sacrifié pour ça. Et personne n'allait me le prendre. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché le numéro de mon avocate. Il était tard, trop tard pour appeler. Mais j'ai enregistré le contact, je l'ai mis en surbrillance. Demain matin, je passerai cet appel. Ce soir, j'arrêterai d'avoir peur. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais sa voix. Chaque fois que j'essayais de me reposer, mon esprit parcourait les possibilités, les conséquences, les résultats. Au lever du jour, j'avais déjà pris ma douche, je m'étais habillé et j'avais fait du café. Je me suis assise à la table de la cuisine, regardant le ciel s'éclaircir par la fenêtre, attendant une heure raisonnable pour passer l'appel. À 8h30, j'ai composé le numéro de Henderson et Associés. Comment puis-je vous aider? C'est Margaret Bennett. Je dois parler à Linda Henderson. C'est urgent. Il y eut une pause. L'agenda de Madame Henderson est complet aujourd'hui. Voulez-vous prendre rendez-vous pour la semaine prochaine? Non, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'attendais. Dites-lui que c'est à propos de la consultation sur le patrimoine dont nous avons discuté. Dites-lui que je dois la voir aujourd'hui. Une autre pause. Veuillez patienter. 2 minutes plus tard, la voix de Linda se fit entendre. Margaret, est-ce que tout va bien? Non, dis-je simplement. Puis-je passer? Elle n'a pas posé de questions. Je vais libérer mon rendez-vous de 11h. On se voit tout à l'heure. Je suis arrivé à son bureau 40 minutes en avance. Je suis resté assise dans ma voiture sur le parking, les mains agrippées au volant, essayant de calmer ma respiration. C'était réel. J'étais en train de le faire. Il n'y aurait pas de retour en arrière une fois que j'aurais franchi ces portes. Mais retourner à quoi? À une maison qui n'était plus la mienne? À un fils qui me voyait comme un fardeau financier? À une vie où je m'excusais de prendre de la place. Je suis sorti de la voiture. Linda m'a accueilli à la porte de son bureau privé. Elle avait la fin de la cinquantaine, des cheveux argentés tirés en un chignon soigné,
des lunettes perchées sur le nez. Elle s'était occupée de la succession de mon mari des années auparavant. Je lui faisais confiance. Plus important encore, je savais qu'elle ne perdait pas de temps en politesse quand quelque chose comptait. « Asseyez-vous » dit-elle en fermant la porte derrière nous. « Parlez-moi. » Je lui ai tout raconté, pas seulement l'appel téléphonique, mais les années qui l'ont précédé. La prise de contrôle lente, l'effacement, la manipulation. Je lui ai fait écouter l'enregistrement. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression neutre mais concentrée. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. « Que voulez-vous faire ?» La question m'a prise au dépourvu. Pas ce que je devrais faire, ni quelles étaient mes options. Ce que je voulais. Je veux me protéger, ai-je dit. Je veux m'assurer qu'ils ne peuvent rien me prendre et je veux partir. Elle a hoché la tête. Commençons par les bases. Avez-vous l'acte de propriété? Oui. À la maison, à mon nom seulement. Bien. Des comptes joints avec votre fils? Non. Tout est séparé. Encore mieux. A-t-il une procuration? Non. Un mandataire pour la santé? Non. Elle s'est adossée à sa chaise, les doigts joints. Margaret, légalement parlant, vous êtes en position de force. La maison est à vous. Vos finances sont à vous. Ils n'ont aucun droit sur quoi que ce soit, à moins que vous ne le leur donniez. Un soulagement m'a envahi, suivi immédiatement par autre chose. De la colère. Pendant tout ce temps, je m'étais sentie impuissante. Mais je ne l'étais pas. Je ne l'avais jamais été. J'avais simplement été convaincu que me protéger me rendait égoïste. Que dois-je faire, ai-je demandé. Linda a sorti un bloc-notes et a commencé à écrire. Premièrement, nous nous assurons que tout est documenté. Je vais rédiger une déclaration de propriété formelle pour le bien. Nous la déposerons auprès du comté pour garantir qu'il y ait un dossier clair. Deuxièmement, nous examinons votre testament et tous les documents successoraux. Si votre fils est désigné comme exécuteur ou bénéficiaire, nous devons discuter des changements. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas pensé si loin, mais c'était logique. Troisièmement, a-t-elle poursuivi, nous sécurisons vos comptes financiers, changeons les mots de passe, ajoutons une authentification à 2 facteurs. Si vous êtes préoccupé par la manipulation ou la coercition, nous pouvons mettre en place des alertes pour toute activité inhabituelle. Je veux tout ça, ai-je dit. Bien. Maintenant, la question la plus difficile. Vous avez dit que vous vouliez partir. Entendez-vous par là temporairement ou définitivement? J'ai pensé à la maison, aux pièces que j'avais peintes, au jardin que j'avais planté, aux souvenirs incrustés dans chaque mur. Mais rien de tout cela ne me semblait plus être à moi. Définitivement, ai-je dit. Linda n'a pas sourcillé. Alors nous devons parler de la vente de la propriété. Vous avez tout à fait le droit de le faire. C'est votre maison. Mais je dois vous faire comprendre que cela créera probablement un conflit important. Je sais que votre fils et sa femme seront déplacés. Ils peuvent menacer d'intenter une action en justice, bien qu'il n'ait aucun fondement. Ils peuvent tenter de revendiquer des droits de locataire, bien que la loi de Caroline du Nord soit claire sur les situations d'occupation par le propriétaire. Êtes-vous prête pour ce combat? J'ai pensé à l'enregistrement, à la cruauté désinvolte, au plan calculé. Oui, ai-je dit. Je suis prête. Elle m'a étudié un instant, puis a souri faiblement. Très bien, faisons cela correctement. Je vais vous mettre en relation avec un avocat immobilier spécialisé dans les ventes discrètes, quelqu'un qui peut agir rapidement et discrètement. Quand voulez-vous être inscrite? Dès que possible. Où irez-vous? J'ai hésité. Je n'y avais pas pensé. J'étais tellement concentré sur le départ que je n'avais pas réfléchi à ma destination. Je ne sais pas encore, ai-je admis. Quelque part loin, quelque part où ils ne chercheront pas, Linda a écrit quelque chose. Prenez votre temps pour cette décision, mais une fois que vous aurez choisi, ne le dites à personne. Pas à vos amis, pas à vos voisins, à personne. Si vous voulez une rupture nette, elle doit être complète. Nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner des papiers. Elle a appelé son contact immobilier qui a accepté de me rencontrer le lendemain. Nous avons examiné mes comptes, mes actifs, mes vulnérabilités. Quand j'ai quitté son bureau, j'avais un dossier plein de documents et une liste de tâches.
Mais plus que ça, j'avais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le contrôle. Pas sur eux. Pas sur la situation, sur moi-même. Je suis allé à ma voiture, je me suis glissé sur le siège du conducteur et je suis resté assise là un long moment. Le soleil était au maintenant, réchauffant l'intérieur. Je me sentais plus légère, plus forte, comme si j'avais retenu ma respiration pendant des années et que je me souvenais enfin comment expirer. Mon téléphone a vibré, un SMS de Caleb. Salut maman. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'ai fixé le message. Puis je l'ai supprimé sans répondre et je suis rentré à la maison pour commencer à faire mes bagages. L'avocate immobilière était une femme nommée Janet Corso. Elle m'a rencontré dans un café à 2 villes de là, pas dans un bureau. Discret, comme Linda l'avait promis. Elle n'a pas perdu de temps. J'ai examiné les détails de la propriété. Emplacement de choix, bien entretenu, marché solide. J'ai un acheteur qui cherche dans ce quartier depuis 6 mois. Offre au comptant, sans condition. Si vous êtes sérieuse, nous pouvons conclure dans 3 semaines. 3 semaines? 21 jours entre la vie que j'avais connue et celle que je choisissais. Je suis sérieuse, ai-je dit. Elle a fait glisser un dossier sur la table. Signé ici, ici et ici. Paraphé en bas. Je m'occuperai de tout le reste. Vous n'aurez pas besoin d'être présente pour les inspections ou les visites. Je coordonnerai avec un serrurier pour changer les serrures 72 heures avant la clôture. Vous aurez le temps de retirer vos affaires. Et eux, ai-je demandé. Les gens qui y vivent. Légalement, ce sont des invités. Vous n'êtes pas tenu de donner un préavis, mais pour votre propre tranquillité d'esprit, je suggérerais d'être parti avant qu'ils ne réalisent ce qui se passe. J'ai signé les papiers. Quand je suis rentré à la maison, il était tard dans l'après-midi. Caleb et sa femme étaient tous les deux sortis. Je suis resté dans l'entrée, les clés toujours à la main, et j'ai regardé autour de moi. C'était la dernière fois que je parcourais ces pièces en tant que propriétaire. La dernière fois que ces murs contiendraient mon histoire. J'ai commencé par le salon. Le canapé qu'ils avaient déplacé était toujours contre le mur du fond. Je me suis souvenu de l'avoir acheté, du vendeur me disant qu'il durerait 20 ans. Il avait duré plus longtemps. J'ai passé la main sur la coudoir, sentant le tissu usé sous mes doigts. J'ai pensé aux nuits où je m'étais blotti là avec Caleb quand il était petit, lui lisant des histoires jusqu'à ce qu'il s'endorme. Comment sa tête devenait lourde contre mon épaule. Comment je le portais au lit et le bordais, lui chuchotant que je l'aimais même s'il ne pouvait pas entendre. Ce garçon était parti. Je suis allé à la cuisine. La table où nous avions pris le petit déjeuner ensemble. La fenêtre où j'avais fait la vaisselle, regardant les saisons changer. La tache sur le sol où il avait renversé du jus quand il avait 6 ans. Et j'avais ri au lieu de le gronder. Tant de souvenirs. Tant d'amour versé dans chaque recoin. Mais l'amour ne vit pas dans les murs. Il vit dans les gens. Et les gens ici avaient cessé de le rendre depuis des années. Je suis monté à l'étage et j'ai sorti 3 grandes valises du placard du couloir. Dans ma chambre, j'ai commencé à faire mes bagages méthodiquement. Les vêtements d'abord, seulement ce dont j'avais besoin. J'ai laissé derrière moi tout ce qui semblait lié à cette version de ma vie. La robe que j'avais portée à son mariage. Le pull qu'il m'avait offert pour Noël il y a 3 ans. La robe de chambre que j'avais achetée en pensant qu'elle me donnait un air maternel et doux. Je n'avais plus besoin d'être douce. J'ai emballé mes livres, mes journaux, les albums photos que j'avais conservés depuis la naissance de Caleb, les lettres de mon mari, la boîte à bijoux de ma mère, des petites choses qui avaient un poids au-delà de leur taille. Dans le placard, j'ai trouvé une boîte d'affaires de mon mari dont je n'avais jamais pu me séparer, sa montre, ses lunettes de lecture, une chemise en flanelle qui sentait encore son odeur même après toutes ces années. Je les ai emballées aussi. Puis j'ai commencé avec leurs affaires. J'ai parcouru la maison pièce par pièce, rassemblant tout ce qui appartenait à Caleb et à sa femme. Vêtements, articles de toilette, livres, appareils électroniques, gadgets de cuisine, décorations, chaque article. J'ai tout plié soigneusement. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas vengeresse. J'en avais juste fini. J'ai étiqueté chaque boîte clairement. Son nom à elle, contenu listé sur le côté. Cela m'a pris 2 jours complets. Ils l'ont à peine remarqué. Ils allaient et venaient, occupés par leur propre vie, leur propre plan.
Je travaillais quand ils étaient sortis. Je restais dans ma chambre quand ils étaient à la maison. Le troisième jour, j'ai loué un box de stockage 1 heure au nord. J'ai choisi une installation qui exigeait 2 pièces d'identité pour y accéder. J'ai chargé chaque boîte dans ma voiture, fait 3 voyages, et j'ai tout empilé à l'intérieur du box avec soin. Quand j'ai eu fini, j'ai pris des photos de chaque boîte, chaque étiquette, chaque coin de l'espace. Documentation, preuve que je n'avais rien détruit, rien volé, que j'avais traité leurs affaires avec plus de respect qu'ils n'en avaient jamais montré aux miennes. J'ai verrouillé le box et j'ai mis la clé dans une enveloppe scellée. J'ai écrit leur nom sur le devant. Rien d'autre, juste leur nom. J'ai déposé l'enveloppe au bureau de Linda. Elle la leur donnerait le moment venu, pas avant. La maison semblait différente à mon retour. Plus vide, plus légère, comme si elle se laissait déjà aller. J'ai traversé chaque pièce une dernière fois. J'ai dit au revoir à l'érable devant la fenêtre de la cuisine. Au revoir au porche où j'avais passé tant de soirées tranquilles. Au revoir au mur qui avait été témoin de chaque version de moi. Je me sentais triste, mais pas brisé. Il y a une différence. Lors de ma dernière nuit, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise à la table de la cuisine avec un stylo et une feuille de papier. J'ai pensé à ce qu'il fallait dire, j'ai pensé à expliquer, à me défendre, à me justifier, mais ils ne méritaient pas d'explication. Ils avaient fait leur plan. Maintenant, j'avais fait les miens. J'ai écrit 4 mots. Surprise. Un fardeau à gérer ça. J'ai posé la note sur le comptoir, là où il la verrait. À côté, j'ai placé les clés de la maison. J'ai jeté un dernier regard autour de moi. La lumière de la cuisine brillait, douce et jaune. Tout était propre, ordonné, vide de ma présence. J'ai pris ma valise, j'ai traversé le couloir et je suis entré dans le garage. Ma voiture était prête. Tout ce dont j'avais besoin était déjà à l'intérieur. J'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte du garage. Le mécanisme s'est mis en marche. De l'air froid s'est engouffré. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai reculé lentement. La porte s'est refermée derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit vers l'autoroute, vers l'ouest, vers une ville où je n'avais jamais vécu et une vie que je n'avais jamais imaginée. Mais pour la première fois depuis des années, la route devant moi me semblait être la mienne. L'autoroute s'étendait devant moi, infinie et sombre. Il était un peu plus de minuit quand j'ai franchi la frontière de la Caroline du Nord pour entrer dans le Tennessee. La radio jouait du jazz doux, quelque chose d'instrumental et d'oubliable. Je n'avais pas besoin de paroles. Je n'avais pas besoin de mots. J'avais juste besoin de mouvement. Pendant les premières heures, je n'arrêtais pas de regarder dans le rétroviseur. Une partie irrationnelle de moi s'attendait à voir des phares me suivre, s'attendait à ce que Caleb sache d'une manière ou d'une autre, qu'il me poursuive, qu'il exige que je fasse demi-tour. Mais la route derrière moi est restée vide. Je me suis arrêté à une aire de repos vers 3 heures du matin. Le parking était presque désert. Juste quelques camions au ralenti dans le coin le plus éloigné, des chauffeurs qui dormaient avant leur prochain trajet. Je suis resté assise dans ma voiture, le moteur éteint, les mains toujours agrippées au volant, et je me suis laissé ressentir. Le soulagement. Un soulagement pur et simple. Je ne fuyais pas. Je choisissais. Il y a une différence. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier le GPS. C'est là que j'ai vu les notifications. 17 appels manqués, tous de Caleb. Tous au cours des 2 dernières heures. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai retourné le téléphone face contre le siège passager et je suis entré pour utiliser les toilettes. Quand je suis revenu, il y en avait 12 de plus. Je suis resté assise dans la voiture, fixant l'écran. Une partie de moi voulait savoir ce qu'il avait trouvé, s'il avait vu la note, s'il avait réalisé ce que j'avais fait. Mais une partie plus forte de moi savait qu'écouter ne ferait que me tirer en arrière. J'ai coupé la sonnerie et j'ai continué à conduire. Au lever du soleil, je traversais l'Arkansas. Le ciel est devenu rose pâle, puis doré, puis bleu. Je me suis arrêté dans un dîner au bord de l'autoroute, j'ai commandé des œufs et du pain grillé, et je me suis assise près de la fenêtre, regardant le monde se réveiller. Des camions passaient en grondant. Des familles s'entassaient dans des monospaces. La vie continuait, ordinaire et imperturbable. Mon téléphone vibrait constamment sur la table. J'avais coupé la sonnerie,
mais les vibrations étaient incessantes. Je l'ai retourné et j'ai continué à manger. La serveuse, une femme plus âgée aux yeux bienveillants, a rempli mon café. Long trajet? Très, ai-je dit. Où allez-vous? Seattle. Elle a sifflé doucement. C'est un sacré voyage. Vous avez de la famille là-bas? J'ai fait une pause. Non, juste moi. Elle a souri. Parfois, c'est le meilleur genre de voyage. J'ai fini mon repas, j'ai laissé un pourboire généreux et j'ai repris la route. À midi, les messages vocaux s'étaient accumulés. 43 appels manqués maintenant. Je me suis arrêté dans une station-service en Oklahoma et, contre mon gré, j'ai ouvert l'application de messagerie vocale. Je ne les ai pas écoutés. J'ai simplement fait défiler les transcriptions que le téléphone générait automatiquement. Les premiers étaient frénétiques. Maman, où es-tu? Rappelle-moi. Maman, ce n'est pas drôle. Rappelle-moi tout de suite. Pourquoi les serrures sont-elles changées? Qu'est-ce qui se passe? Puis vint la colère. Tu ne peux pas simplement partir. C'est insensé. Nous vivons ici. Tu es irrationnel. Quoi que tu penses qu'il s'est passé, on peut en parler. Rappelle-moi où je contacte la police. Des menaces en l'air. Je le savais. Linda m'y avait préparé. Il n'avait aucune base légale, aucune revendication, aucun levier. Mais le désespoir dans ses premiers messages était réel. Je pouvais le sentir à travers l'écran. Je pouvais imaginer sa voix s'élever, sa frustration monter. Bien. Qu'il ressente ce que j'ai ressenti. Qu'il se démène pour trouver des réponses, qu'il se tienne dans un espace qui n'est pas le sien et qu'il réalise qu'il l'avait pris pour acquis. Au moment où j'ai atteint le Panhandle du Texas, le ton avait changé. Maman, s'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. Je suis inquiet. Nous sommes désolés si nous t'avons contrarié. Pouvons-nous en parler? Je ne comprends pas ce que nous avons fait de mal. Ce dernier m'a presque fait rire. Il ne comprenait pas. Bien sûr qu'il ne comprenait pas. Parce que comprendre exigerait de me voir comme autre chose qu'un meuble, autre chose qu'un moyen pour arriver à ses fins. J'ai complètement supprimé l'application. Pas seulement les messages vocaux, l'application entière. S'il avait besoin de me joindre, il pouvait envoyer un SMS. Et je déciderais si je voulais le lire. Plus je conduisais vers l'ouest, plus le paysage changeait. Les plaines plates ont cédé la place à des collines vallonnées. Les villes sont devenues plus petites, plus espacées. L'air semblait plus fin, plus pur. Je me suis arrêté à Amarillo pour la nuit, j'ai pris une chambre dans un motel bon marché et je me suis effondré sur le lit, tout habillé. Mon téléphone était sur la table de chevet, silencieux maintenant sans notification. J'ai fixé le plafond, écoutant le bourdonnement du climatiseur, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Pas le bonheur, pas la joie, juste la paix. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube et j'ai continué à conduire. À travers le Nouveau-Mexique, où le ciel s'étendait à perte de vue. À travers le Colorado, où les montagnes s'élevaient comme des monuments. À travers le Wyoming, où le vide semblait délibéré, comme si la terre elle-même faisait de la place pour quelque chose de nouveau. Je ne m'arrêtais que pour l'essence et la nourriture. Je conduisais avec les fenêtres entr'ouvertes, laissant le vent jouer dans mes cheveux. J'écoutais des podcasts sur des choses pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps, le jardinage, l'astronomie, des femmes qui avaient tout recommencé dans la soixantaine et la septantaine. Je n'étais pas seul. Au moment où j'ai franchi la frontière de l'État de Washington, le soleil se couchait derrière moi. Le paysage est devenu vert, luxuriant d'une manière qui semblait presque étrangère après les plaines sèches. Des arbres bordaient l'autoroute. Des rivières coupaient à travers les vallées. Je me suis arrêté à un belvédère et je suis sorti de la voiture. Mes jambes étaient raides. Mon dos me faisait mal, mais debout là, regardant les montagnes au loin, j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. J'y étais arrivé. Pas seulement à travers les frontières des États, pas seulement loin d'eux. J'étais arrivé de l'autre côté d'une décision que j'avais eu trop peur de prendre pendant des années. Mon téléphone a vibré une dernière fois. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. 47 appels manqués. Je l'ai éteint complètement et je l'ai mis dans la boîte à gants. Puis je suis remonté dans la voiture et j'ai conduit vers Seattle, vers l'inconnu, vers ce qui allait suivre. Et pour la première fois depuis des décennies,
je n'en avais pas peur. Seattle m'a accueilli avec de la pluie. Pas le genre dur et punitif, mais une fine brume qui s'accrochait à tout. Je suis entré dans les limites de la ville juste après 21 heures. Les lampadaires se reflétaient sur le pavé mouillé, la silhouette de la ville brillant à travers les nuages bas. J'avais réservé une location à court terme en ligne lors d'une de mes escales, un studio meublé dans le quartier de Fremont. Rien d'extraordinaire, juste un lit, une petite cuisine et une fenêtre qui donnait sur une rue calme bordée d'arbres. Le propriétaire m'a rencontré à l'entrée de l'immeuble. Un homme plus âgé avec une barbe grise et une casquette des Seahawks. Il m'a remis les clés sans poser de questions. Le premier mois est payé, a-t-il dit. La buanderie est au sous-sol. Les poubelles sortent le mardi. Si vous avez besoin de quelque chose, mon numéro est sur le frigo. Merci, ai-je dit. Il a hoché la tête et est parti. J'ai monté mes valises sur 2 étages, j'ai déverrouillé la porte et je suis entré. L'espace était petit, propre, impersonnel de la meilleure des manières. Aucun souvenir ne vivait ici. Aucun fantôme ne rôdait dans les coins. C'était juste une pièce, 4 murs, un nouveau départ. J'ai posé mes sacs et je suis allé à la fenêtre. En bas, un couple promenait son chien. Un cycliste est passé. La vie se déroulait, ordinaire et imperturbable. Je suis resté là un long moment, à regarder. La première semaine a été étrange. Je me réveillais chaque matin sans but, sans routine, sans que personne n'attende quoi que ce soit de moi. J'ouvrais les yeux, je voyais des murs inconnus et je devais me rappeler où j'étais. J'ai beaucoup marché. J'ai exploré le quartier lentement, apprenant la disposition. Il y avait un café à 2 pâtés de maison qui ouvrait tôt, une épicerie à distance de marche, un petit parc où les gens amenaient leurs chiens le matin. J'ai fait les courses pour une personne, j'ai cuisiné des repas pour une personne, j'ai mangé à une table prévue pour une personne. Cela aurait dû être solitaire, mais ce n'était pas le cas. Pour la première fois de ma vie, être seul ne signifiait pas être abandonné. Cela signifiait être libre. J'ai rallumé mon téléphone après 5 jours. Les appels manqués avaient cessé. À leur place se trouvait une poignée de SMS. Je les ai parcourus rapidement. Maman, il faut qu'on parle. Ce n'est pas juste pour nous. On va arranger ça. Dis-nous juste où tu es. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai bloqué leur numéro. Pas par cruauté, par nécessité. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de silence. J'avais besoin de me souvenir qui j'étais sans leur voix dans ma tête. Le 10e jour à Seattle, j'ai trouvé un dépliant au café, un groupe de soutien pour les personnes naviguant dans les transitions de la vie. Ils se réunissaient 2 fois par semaine dans un centre communautaire du centre-ville. J'ai failli ne pas y aller. Je n'ai jamais été du genre à partager des choses personnelles avec des inconnus. Mais quelque chose dans la description m'a interpellé. Un espace pour ceux qui se reconstruisent après une perte, un changement ou des décisions difficiles. C'était moi. En reconstruction. La première réunion a été gênante. 8 personnes étaient assises en cercle dans une pièce qui sentait le vieux café et les produits de nettoyage. Une animatrice nommée Ruth s'est présentée et a expliqué le format. Pas de jugement, pas de conseil sauf si demandé, juste de l'écoute. Un par un, les gens ont partagé. Une femme dans la cinquantaine dont le mari était parti après 30 ans. Un homme qui avait quitté une carrière qui le détruisait. Une jeune femme brouillée avec sa famille pour des raisons qu'elle n'a pas précisées. Quand ce fut mon tour, j'ai fait simple. J'ai quitté ma maison. Mon fils. Une vie qui n'était plus la mienne. Ruth a hoché la tête. Comment vous sentez-vous? J'y ai réfléchi. Comme si je reprenais encore mon souffle. C'est normal, a-t-elle dit. La liberté peut ressembler à une chute au début. J'y suis retourné la semaine suivante et la semaine d'après. Lentement, j'ai commencé à reconnaître des visages, à apprendre des noms, à entendre des bribes de leurs histoires. Pas tout d'un coup, mais par petites touches. Il y avait Karen, qui avait échappé à un mariage abusif et apprenait à faire confiance à nouveau. David, qui avait coupé les ponts avec des frères et sœurs toxiques. Priya, qui avait déménagé à travers le pays pour échapper à la pression familiale concernant le mariage et la carrière. Nous ne nous réparions pas les uns les autres. Nous n'offrions pas de solution. Nous écoutions simplement, et c'était suffisant. Un après-midi, j'ai vu un autre dépliant.
Un refuge local cherchait des bénévoles, préparation de repas, tri de dons, passer du temps avec les résidents qui avaient besoin de quelqu'un à qui parler. J'ai appelé le numéro indiqué. 2 jours plus tard, j'étais dans la cuisine du refuge, coupant des légumes aux côtés de 3 autres bénévoles. La femme à côté de moi, une infirmière à la retraite nommée Gloria, m'a montré la routine. Nous travaillions dans un silence confortable, le rythme des couteaux sur les planches à découper remplissant l'espace. Après avoir terminé, j'ai aidé à servir le dîner. Des familles sont passées dans la file. Des mères célibataires aux yeux fatigués. Des hommes plus âgés qui me remerciaient tranquillement. Des adolescents qui avaient l'air à la fois sur la défensive et reconnaissants. Je me suis vu dans certains d'entre eux. Pas dans les circonstances, mais dans ce regard. Le regard de personnes qui avaient été poussées à bout et qui essayaient de trouver leur équilibre. À la fin de mon service, Gloria m'a demandé si je reviendrais. Oui, ai-je dit. Je pense que oui. Le bénévolat est devenu une partie de ma routine. Les mardis et jeudis. Parfois, je restais juste quelques heures, parfois tout l'après-midi. J'ai appris les noms des familles régulières, j'ai commencé des conversations qui allaient au-delà des banalités. Un soir, une jeune mère s'est assise avec moi après le dîner. Sa fille coloriait tranquillement à côté d'elle. « Tu es doué pour ça » a-t-elle dit. « Pourquoi ?»« Pour faire en sorte que les gens se sentent importants. » Je ne savais pas quoi répondre à ça. J'ai juste souri. Mais plus tard, en rentrant sous la pluie, ces mots me sont restés. J'avais passé tant d'années à essayer d'être importante pour des gens qui ne me voyaient pas, à essayer de mériter l'amour de quelqu'un qui avait cessé de le donner, à essayer de prouver ma valeur par le sacrifice. Mais ici, dans cette ville où personne ne connaissait mon histoire, je trouvais de la valeur dans quelque chose de plus simple. Être là, écouter, être présente. Non pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. Les semaines se sont transformées en un mois. La pluie a continué. J'ai acheté un parapluie, une veste de pluie, des bottes imperméables. J'ai appris quelle ligne de bus allait où. J'ai trouvé une bibliothèque que j'aimais. Un banc près de l'eau où je m'asseyais pour lire. J'ai recommencé à tenir un journal, ce que je n'avais pas fait depuis la mort de mon mari. J'écrivais sur les petites choses. Le goût du café dans mon nouveau café préféré. Le son de la pluie sur ma fenêtre. L'odeur de la ville après un orage. J'ai aussi écrit sur Caleb. Mais pas avec colère, avec clarté. Je l'avais aimé de la meilleure façon que je connaissais, et cela devait suffire. Pas pour lui, pour moi. J'étais à Seattle depuis 6 semaines quand l'email est arrivé. Pas un SMS, pas un message vocal, un email. Formel, calculé. L'objet était, il faut qu'on se voie. Je l'ai fixé un long moment avant de l'ouvrir. Maman, on t'a laissé de l'espace. On a respecté ton besoin de distance, mais ça a assez duré. On mérite une explication. On mérite de comprendre ce qui s'est passé. Retrouvons-nous mardi prochain, 10h du matin. Il y a un café près de Pike Place Market. On attendra. Si tu ne viens pas, on n'aura pas d'autre choix que d'impliquer un conseiller juridique. Un conseiller juridique ? La menace était creuse. Linda me l'avait déjà assuré. Mais l'audace m'a frappé. Même maintenant, même après tout, il croyait avoir du pouvoir sur moi. J'ai lu l'email 3 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me promener. La pluie avait cessé pour une fois. Le ciel était couvert mais lumineux. Le genre de lumière qui rendait tout plus doux. J'ai marché le long du front de mer, les mains dans les poches de ma veste, en réfléchissant. Une partie de moi voulait ignorer l'email. Les laisser s'asseoir seuls dans ce café, attendant quelqu'un qui ne viendrait jamais. Laisser ce silence être ma réponse finale. Mais une autre partie de moi savait que j'en avais besoin. Pas pour eux, pour moi. J'avais besoin de les regarder dans les yeux. J'avais besoin de dire ce que je n'avais jamais pu dire. J'avais besoin de fermer la porte complètement, pas seulement de m'en éloigner. Ce soir-là, j'ai répondu, j'y serai. Rien de plus. Les jours précédant le mardi passèrent lentement. J'ai répété ce que j'allais dire, puis j'ai décidé que je ne répéterais rien du tout. J'ai emballé le petit enregistreur sur lequel j'avais transféré l'appel téléphonique. J'ai choisi mes vêtements avec soin, non pas pour impressionner, juste pour me sentir stable, forte. Le mardi matin,
Je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la ville s'animer. Je me sentais calme, anormalement calme, comme si j'avais déjà traversé ce moment dans ma tête 100 fois, et que maintenant, je ne faisais que suivre les mouvements. Je suis arrivé au café 15 minutes en retard, exprès. Je voulais qu'il s'assoie là, se demandant si j'allais venir. Je voulais qu'il ressente une fraction de l'incertitude avec laquelle j'avais vécu pendant des années. Le café était bondé. L'heure de pointe du matin. Je les ai repérés immédiatement, assis à une table dans un coin, près du fond. Caleb m'a vu le premier. Il s'est levé, a commencé à lever la main, puis s'est arrêté. Sa femme est restée assise, les bras croisés, la mâchoire serrée. Je me suis approché lentement. Je n'ai pas souri. Je ne les ai pas salués. J'ai simplement tiré la chaise en face d'eux et je me suis assise. Maman, commença Caleb. Sa voix était tendue. Merci d'être venu. Je n'ai pas répondu. Il s'est agité sur son siège. Écoute, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Un jour, tout allait bien. Le lendemain, tu es juste parti. La maison est vendue. Nos affaires sont dans un box de stockage. Tu ne réponds pas à nos appels. On mérite une explication. Vous méritez, ai-je répété doucement. Oui, intervint sa femme. On a vécu là-bas pendant 3 ans. On a contribué. On a aidé avec les dépenses. Tu ne peux pas simplement nous mettre dehors sans préavis. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Elle croyait ce qu'elle disait. Elle croyait sincèrement qu'ils avaient été lésés. Contribuer comment, ai-je demandé. Elle cligna des yeux. On a payé les courses, les factures, parfois. On a aidé dans la maison. Vous avez payé les courses avec de l'argent que vous avez gagné où? Tout en vivant sans loyer dans une maison que j'ai achetée avec l'assurance vie de mon mari. Caleb se pencha en avant. On se remettait sur pied. Tu le savais. Tu as proposé d'aider. C'est vrai, ai-je dit, et vous avez accepté pendant 3 ans. Et alors? Tu as juste décidé qu'on avait abusé de ton hospitalité? J'ai sorti mon téléphone de mon sac, je l'ai posé sur la table entre nous. Non, ai-je dit. J'ai décidé ça après avoir entendu ce que vous pensiez vraiment de moi. Le visage de Caleb est devenu pâle. De quoi tu parles? J'ai appuyé sur play. Sa voix a rempli le petit espace entre nous. Lointaine, enregistrée, mais sans équivoque la sienne. Je te jure quel empire. C'est un fardeau. Une fois qu'elle ne sera plus là, on prendra la maison. Elle vaut plus d'1 million maintenant. Facile. La voix de sa femme. Et l'acte de propriété? On la culpabilisera. Ça marche toujours. J'ai observé leur visage. J'ai vu la couleur s'en aller. J'ai vu la prise de conscience les frapper. Quand l'enregistrement s'est terminé, le silence s'est installé sur la table comme un brouillard. Caleb a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. Tu as mal compris. Non, ai-je dit. J'ai parfaitement compris. C'était sorti de son contexte. On était frustrés. On ne le pensait pas comme ça sonnait. Vous pensiez chaque mot. Sa femme se pencha en avant, la voix tranchante. Tu as enregistré une conversation privée. C'est illégal. En fait, non, dis-je calmement. La Caroline du Nord est un État où le consentement d'une seule partie est requis. Je faisais partie de la conversation. L'appel n'avait pas été coupé. Tout ce qui est sur cet enregistrement est légal. Elle se rassit, la bouche serrée. Caleb a essayé une autre approche, a adouci sa voix. Maman, je suis désolé si on t'a blessé. Vraiment. Mais on est une famille. On peut surmonter ça. Famille, ai-je répété. Le mot avait un goût étrange. La famille ne se voit pas comme des obstacles. La famille ne planifie pas la mort de quelqu'un comme si c'était une opportunité financière. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Je me suis penché en avant. Vous avez pris le contrôle de ma maison, m'avez effacé de mon propre espace, avez parlé de moi comme si j'étais déjà parti. Et quand je suis finalement parti, votre premier réflexe n'a pas été l'inquiétude. C'était la colère que j'ai pris quelque chose que vous pensiez vous appartenir. Ça nous appartenait, lança sa femme.
On y vivait. On y a construit une vie. Sur mes fondations, ai-je dit, en utilisant mes ressources. Tout en comptant les jours jusqu'à ce que je ne sois plus dans le chemin, Caleb se prit la tête dans les mains. « Qu'est-ce que tu attends de nous ?»« Rien, ai-je dit. Je n'attends rien. Je suis venu ici pour vous dire que j'en ai fini. Fini de m'excuser. Fini de me faire toute petite. Fini d'être le fardeau que vous m'avez appelé. » Je me suis levé, j'ai repris mon téléphone et je l'ai glissé dans mon sac. Vos affaires sont dans un box de stockage. Mon avocate a la clé. Vous l'aurez quand les papiers seront finalisés. Après ça, ne me contactez plus. Maman, s'il te plaît, dit Caleb, la voix brisée. Ne fais pas ça. Je l'ai regardé, le fils que j'avais élevé, l'homme que je ne reconnaissais pas, je ne fais rien, ai-je dit. Je m'arrête juste, enfin. Je me suis retourné et je suis sorti du café. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas hésité. Dehors, l'air était frais et humide. J'ai marché jusqu'au front de mer et je suis resté là, à respirer. C'était fait. Pas pardonné, pas oublié, juste fait. Et c'était suffisant. Les jours après la rencontre passèrent dans un étrange silence suspendu. Je m'attendais à ressentir quelque chose de dramatique. Du soulagement, peut-être, ou de la justification. Même de la tristesse aurait eu du sens. Au lieu de cela, je ne ressentais rien. Juste une sorte d'immobilité creuse, comme le silence après la fermeture d'une porte. J'ai gardé ma routine. Café le matin, promenade dans le quartier, bénévolat au refuge les mardis et jeudis. Mais je traversais tout cela mécaniquement, attendant un règlement de compte émotionnel qui n'est jamais venu. C'est Gloria qui l'a remarqué la première. Nous coupions des oignons ensemble dans la cuisine du refuge quand elle a posé son couteau et m'a regardé droit dans les yeux. « Tu es ailleurs aujourd'hui ?» a-t-elle dit. « Je vais bien », ai-je répondu automatiquement. Bien est ce qu'on dit quand on ne veut pas en parler. J'ai arrêté de couper et j'ai fixé l'oignon devant moi. J'ai vu mon fils la semaine dernière. On a parlé. Ça ne s'est pas bien passé. T'attendais-tu à ce que ça se passe bien? Non, ai-je admis. Mais je pensais que je me sentirais mieux après. Je pensais que tourner la page était censé ressembler à quelque chose. Gloria s'est essuyé les mains sur son tablier. Tourner la page n'est pas un sentiment. C'est une décision. Tu continues de choisir de fermer la porte jusqu'à ce qu'un jour, tu arrêtes d'essayer de la rouvrir. Ces mots me sont restés. Ce soir-là, j'ai sorti le journal que j'avais négligé pendant des semaines. Je me suis assise à la petite table de mon studio et j'ai écrit. Pas sur la rencontre. Pas sur Caleb. Sur moi-même. Sur qui j'étais avant de devenir une épouse, une mère, une personne entièrement définie par ses relations avec les autres. J'ai écrit sur la fille qui voulait être enseignante, la jeune femme qui aimait la randonnée et les mauvais romans policiers, la personne qui avait des rêves qui ont été enfouis sous la responsabilité. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main ait des crampes, jusqu'à ce que les pages soient remplies de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Qui étais-je maintenant? Pas la mère de quelqu'un, pas le fardeau de quelqu'un, juste moi. Je ne le savais pas encore, mais pour la première fois, je voulais le découvrir. Le lendemain matin, j'ai changé mon itinéraire. Au lieu de ma boucle habituelle dans le quartier, j'ai marché jusqu'à Discovery Park. Il était tôt, les sentiers encore humides de la pluie de la nuit. J'ai suivi le chemin vers la falaise, où les arbres s'ouvraient sur des vues du détroit. D'autres marcheurs me dépassaient. Un homme avec 2 golden retrievers. Une femme en tenue de course, des écouteurs, concentrés. Un couple se tenant la main, se déplaçant lentement. Personne ne me connaissait. Personne n'avait besoin de rien de ma part. J'étais juste une autre personne sur le sentier. Cela aurait dû être solitaire. Au lieu de cela, c'était comme respirer. J'ai commencé à aller au parc tous les quelques jours. Parfois, je marchais pendant 1 heure. Parfois, je m'asseyais simplement sur un banc et je regardais l'eau. J'ai apporté mon journal une fois et j'ai écrit sur la façon dont la lumière se déplaçait sur les vagues, comment elle changeait. Jamais la même 2 fois. Au groupe de soutien, j'ai commencé à partager davantage. Pas de grandes révélations, juste de petites vérités. J'apprends que je n'ai pas à remplir le silence d'explications, ai-je dit un soir. Ruth a souri. C'est ça, la croissance. Karen,
la femme qui avait échappé à son mariage, a hoché la tête. Il m'a fallu 1 an pour arrêter de m'excuser de prendre de la place. Tu es en avance sur moi. Nous avons toutes ri. Le genre de rire qui vient d'une compréhension partagée, pas de l'humour. Après la réunion, Karen et moi sommes allés dans un dîner voisin. Nous avons commandé de la tarte et du café, et nous avons parlé de choses sans importance, des livres que nous avions lus, des émissions que nous avions regardées, de l'absurdité de l'obsession de Seattle pour le café alors qu'il pleuvait constamment. Ce n'était pas profond. Ce n'était pas de la thérapie. C'était juste 2 personnes étant humaines ensemble, et cela ressemblait à de l'amitié. Au refuge, j'ai commencé à travailler avec une jeune mère nommée Vanessa. Elle avait 26 ans avec une fille de 3 ans nommée Ruby. Elle séjournait au refuge depuis 2 mois après avoir quitté une situation instable. Vanessa me rappelait moi-même à cet âge. Fatigué mais déterminé, effrayé mais refusant de le montrer. Un après-midi, alors que Ruby coloriait à une table voisine, Vanessa m'a demandé « Comment as-tu su quand il fallait partir ?» J'y ai réfléchi. Quand rester faisait plus mal que la peur de partir. Elle a hoché la tête lentement. Je me demande sans cesse si j'ai fait le bon choix, si j'aurais dû essayer plus fort. Essayer plus fort ne répare pas les gens qui ne veulent pas changer, ai-je dit. Ça ne fait que vous épuiser. Elle m'a regardé avec quelque chose comme de la reconnaissance. On dirait que vous savez de quoi vous parlez. Oui. Nous n'en avons pas parlé davantage, mais la semaine suivante, elle m'a dit qu'elle avait postulé pour un emploi. 2 semaines après, elle l'a obtenu. 1 mois plus tard, elle et Ruby ont déménagé dans un logement de transition. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras. Merci d'avoir écouté, de ne pas avoir jugé. C'est toi qui as fait le plus dur, ai-je dit. Je n'ai fait que me présenter. Mais ces mots me sont restés. Je me présentais. Pas seulement pour les autres, pour moi-même. Les saisons ont changé. L'automne est arrivé pour de bon, apportant un air plus vif et des arbres qui viraient alors et à la rouille. J'ai acheté un manteau plus chaud, j'ai commencé à boire du thé au lieu de café le soir, j'ai assisté à une conférence communautaire sur le jardinage urbain juste parce que ça semblait intéressant. J'y ai rencontré une femme nommée Diane. Elle avait le début de la septantaine, enseignante à la retraite, vive d'esprit et gentille. Nous avons échangé nos numéros et avons commencé à nous retrouver pour le petit déjeuner 1 fois par semaine dans un endroit près de Green Lake. Diane ne m'a pas posé de questions sur mon passé. Elle parlait du présent, du club de lecture qu'elle créait, de ses petits-enfants qui lui rendaient visite 2 fois par an, du voyage qu'elle prévoyait au Portugal au printemps. Sa vie était pleine mais pas frénétique, déterminée mais pas désespérée. Je voulais ça. Pas sa vie, mais cette qualité, cette aisance. Un matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Caleb depuis 3 jours. La prise de conscience m'a surprise. Non pas parce que je me sentais coupable, mais parce que je m'attendais à ce que le deuil soit constant. Mais ce n'était pas du deuil. Pas vraiment. C'était le deuil d'une illusion. Le fils en qui j'avais cru. La relation que je pensais que nous avions. La version de moi-même qui avait tant essayé d'être suffisante. Rien de tout cela n'avait été réel. Et l'accepter ne signifiait pas que j'avais échoué. Cela signifiait que j'avais enfin arrêté de faire semblant. Je suis resté à ma fenêtre ce matin-là, un café à la main, et j'ai regardé la rue en bas. La pluie était revenue. Les gens se déplaçaient sans se plaindre. Parapluies ouverts, épaules rentrées contre le temps. C'était ma vie maintenant. Cette ville, ce calme, cette version de moi qui se formait encore. Je ne regrettais pas qui j'étais. Je devenais quelqu'un de mieux. Le printemps est arrivé lentement à Seattle. La pluie s'est adoucie en bruine, puis en brume, puis finalement des jours où le soleil a percé et la ville a semblé expirer. J'étais là depuis près d'1 an quand j'ai reçu une lettre de Linda Henderson. Les affaires de la succession étaient entièrement réglées, tous les documents finalisés, la vente conclue. Elle avait joint des copies de tout pour mes dossiers. Au bas de sa note, elle avait écrit « Vous avez géré cela avec une dignité remarquable. J'espère que vous trouvez la paix. » J'ai mis la lettre de côté et j'ai regardé par ma fenêtre. Les arbres le long de la rue bourgeonnaient, d'un vert vif, perçant à travers l'écorce grise. Il y a 1 an, j'avais fui tout ce que je connaissais. Maintenant, en regardant ces arbres, j'ai réalisé que j'avais pris racine ici sans m'en rendre compte. 2 semaines plus tard,
j'ai eu une raison de retourner dans l'Est. Une vieille amie de mes premières années de travail m'avait invité au mariage de sa fille en Virginie. J'ai failli refuser. L'idée de prendre l'avion pour y retourner, d'être n'importe où près de cette partie du pays, me semblait lourde. Mais je m'étais promis de ne pas vivre dans la peur, de ne pas fuir les lieux où les gens simplement à cause de ce qui avait été. Alors j'ai réservé le vol. Le mariage était charmant, simple et joyeux comme le sont les bons mariages. Je me suis assise à l'arrière pendant la cérémonie, j'ai regardé deux personnes se promettre l'éternité, et je me suis sentie sincèrement heureuse pour elles. Pas d'amertume, pas de cynisme, juste l'espoir qu'elles construiraient quelque chose de réel. Après, à la réception, mon ami m'a demandé comment j'allais. Mieux que je ne l'espérais, ai-je dit. Elle m'a serré la main. Tu as l'air différente, plus légère en quelque sorte. Je le suis, ai-je dit. Et je le pensais. J'avais loué une voiture pour le voyage, prévoyant de traverser la Virginie en voiture avant de rentrer chez moi. Mais le dernier jour, je me suis retrouvé à fixer une carte, traçant la route vers le sud. Asheville était à 4 heures de route. Je n'avais pas l'intention de m'arrêter, de voir qui que ce soit, mais une partie de moi avait besoin de savoir si je pouvais passer sans m'effondrer. Alors, je l'ai fait. L'autoroute était familière d'une manière qui me serrait la poitrine. J'ai reconnu les sorties, les points de repère, la forme des montagnes au loin. C'était la route que j'avais empruntée d'innombrables fois pour aller à l'épicerie, aux événements scolaires de Caleb, aux rendez-vous chez le médecin, aux réunions parents-professeurs et à toutes les tâches ordinaires qui constituent une vie. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai pris la sortie vers mon ancien quartier sans l'avoir décidé. Une mémoire musculaire dans mes mains a tourné le volant. Je me suis dit que je passerais juste devant, que je la verrais de la rue, que je confirmerais que c'était réel, puis que je partirais. Les routes étaient les mêmes, le même bitume usé, le même groupe de boîtes aux lettres au coin de la rue, le même virage avant ma rue qui ramassait toujours les feuilles en automne. J'ai ralenti à l'approche de la maison, et la voilà, différente, mais reconnaissable. Les volets avaient été peints en bleu foncé au lieu de crème. Le jardin de devant était différent aussi. Quelqu'un avait planté des buis le long de l'allée et ajouté une bordure en pierre. La boîte aux lettres était neuve, moderne, en métal noir aux lignes épurées. Une voiture était garée dans l'allée, pas celle de Caleb, celle de quelqu'un d'autre, les nouveaux propriétaires. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai mis la voiture au point mort. Je suis resté assise là, le moteur tournant, regardant l'endroit que j'avais appelé ma maison pendant tant d'années. J'ai attendu la douleur, le regret, une vague de nostalgie qui me ferait tout remettre en question. Elle n'est pas venue. Au lieu de cela, je me suis sentie distante, comme si je regardais une photographie de la vie de quelqu'un d'autre. La maison existait. Elle était réelle, mais elle n'était pas à moi. Plus maintenant. Peut-être ne l'avait-elle jamais vraiment été. Une femme est sortie par la porte d'entrée, plus jeune que moi. Elle portait un arrosoir jusqu'aux plantes du porche. Derrière elle, un enfant est apparu, peut-être 6 ou 7 ans, tenant un petit ballon de football. Ils y vivaient, se créaient des souvenirs, remplissaient les pièces de leur propre rire, disputes et jours ordinaires. Bien. La maison méritait d'être habitée par des gens qui la voulaient, qui la choisissaient, qui ne comptaient pas les jours jusqu'à ce qu'elle devienne autre chose. Je les ai regardés un instant de plus. Puis j'ai mis la voiture en marche et je suis parti. Pas de larmes, pas de regrets, juste une reconnaissance silencieuse que ce chapitre était clos. J'ai traversé la ville lentement, devant l'épicerie où je faisais mes courses, la pharmacie où j'allais chercher des médicaments, le petit parc où j'emmenais Caleb quand il était petit. Tout cela existait. Tout cela continuait sans moi, et c'était bien comme ça. Je me suis arrêté dans un café que je ne reconnaissais pas, nouveau. Ils avaient dû ouvrir après mon départ. À l'intérieur, c'était chaleureux et animé. Des gens travaillaient sur des ordinateurs portables, des amis se retrouvaient autour de lattes, une normalité qui semblait à la fois étrangère et réconfortante. J'ai commandé un thé et je me suis assise près de la fenêtre. Un couple plus âgé à la table voisine discutait de leurs projets pour le week-end. Une jeune mère négociait avec son bambin pour un muffin. La vie se déroulait autour de moi, ordinaire et imperturbable. J'ai pensé à qui j'étais la dernière fois que j'ai vécu ici. À quel point je m'étais sentie petite, invisible, à quel point chaque jour consistait à gérer les attentes de quelqu'un d'autre tout en perdant de vue les miennes. Cette femme n'existait plus. J'ai fini mon thé, j'ai jeté le gobelet et je suis retourné à ma voiture.
Le trajet de retour vers la Virginie m'a semblé plus léger. J'ai mis de la musique, j'ai baissé les fenêtres malgré l'air frais, je me suis senti libre d'une manière que je ne m'étais pas autorisé auparavant. Au moment où j'ai embarqué sur mon vol pour Seattle le lendemain, le voyage me semblait complet. Pas douloureux, pas inachevé, juste complet. J'étais revenu. J'avais vu la maison. J'avais reconnu ce qui avait été. Et puis j'étais reparti. Parce que Seattle était ma maison maintenant. Non pas à cause d'un bâtiment, d'une rue ou d'un lieu physique, mais parce que je l'avais choisi. Parce que j'y avais construit quelque chose qui m'appartenait entièrement. L'avion a décollé et j'ai regardé le sol s'éloigner sous moi. J'ai pensé à la femme qui avait conduit vers l'ouest un an plus tôt. Effrayée, incertaine, fuyant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Et j'ai réalisé que je ne fuyais plus. J'avançais. Et il y avait une différence. L'été est arrivé à Seattle avec une chaleur surprenante. Le genre de temps qui faisait oublier aux gens les mois de pluie et leur rappelait pourquoi ils aimaient cette ville. J'étais là depuis un peu plus d'un an maintenant, et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, je me sentais installé. Pas de manière résignée, de manière choisie. J'avais trouvé un appartement permanent, toujours petit, mais avec une meilleure lumière et un minuscule balcon où je gardais des herbes en pot, basilic, romarin, thym, des choses que je pouvais couper et ajouter au repas que je me préparais sans m'excuser. Mon bénévolat au refuge s'était étendu. J'y étais 4 jours par semaine maintenant, aidant parfois à l'accueil, parfois simplement assise avec des résidents qui avaient besoin de quelqu'un pour les écouter. Gloria était devenue plus qu'une collègue. Elle était devenue une amie. Nous nous retrouvions pour le petit déjeuner la plupart des dimanches, échangeant des histoires et riant de choses qui n'auraient de sens que pour des gens de notre âge. Le groupe de soutien a continué. Certains visages ont changé, d'autres sont restés. Karen avait emménagé avec quelqu'un qu'elle avait rencontré dans un club de randonnée, prudemment optimiste à l'idée de réessayer. David s'était réconcilié avec un de ses frères et sœurs tout en maintenant des limites avec les autres. Nous célébrions les petites victoires, nous laissions de la place pour les revers. Un soir après le groupe, Ruth m'a prise à part. « Tu as fait beaucoup de chemin », a-t-elle dit. « Quand tu es arrivé ici pour la première fois, tu pouvais à peine finir une phrase sans t'excuser d'exister. » J'ai souri. « Je me souviens. Tu ne fais plus ça. » Elle avait raison. J'avais arrêté de m'excuser pour des choses qui ne nécessitaient pas d'excuses. J'avais arrêté de me faire toute petite pour faire de la place à des gens qui ne m'auraient pas fait de place. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon balcon avec un verre de vin et mon journal. La ville bourdonnait en dessous. Des voix montaient de la rue. Des rires, de la musique, la vie se déroulant par couches. J'ai ouvert une page blanche et j'ai écrit une lettre. Pas à Caleb, à personne d'autre. À moi-même. Chère Margaret, ai-je commencé. Tu as passé tant d'années à croire que ta valeur se mesurait à ce que tu donnais, à ce que tu sacrifiais, à ce que tu endurais sans te plaindre. Tu pensais que l'amour était censé faire mal. Que les mères étaient censées disparaître pour que leurs enfants puissent s'épanouir. Que demander quoi que ce soit te rendait égoïste. Tu avais tort. Tu n'as jamais été le fardeau. Tu étais la fondation. Tu étais celle qui tenait tout ensemble quand tout aurait dû s'effondrer. Tu as travaillé jusqu'à ce que ton corps te fasse mal. Tu as donné jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Tu as aimé de tout ton être. Et quand cet amour a été pris pour acquis, quand il a été utilisé comme une arme contre toi, quand tu as finalement entendu la vérité sur le peu d'importance que tu avais pour les personnes autour desquelles tu avais construit ta vie, tu ne t'es pas effondré. Tu es parti. Non pas parce que tu étais faible, parce que tu étais enfin assez forte. Tu as traversé le pays en voiture vers rien, sauf la possibilité de quelque chose de mieux. Tu as tout reconstruit à partir de zéro. Tu as appris à être seul sans être solitaire. Tu as découvert que la paix ne vient pas du fait d'être nécessaire. Elle vient du fait d'être entière. Tu es entière maintenant. Pas parfaite. Pas guérie de la manière dont les gens s'attendent à ce que la guérison ressemble, mais entière. Tu as des amis qui te voient. Un travail qui a du sens. Des matins qui t'appartiennent. Une vie qui te correspond. Et c'est suffisant. Tu es suffisante. Non pas à cause de ce que tu as donné, mais à cause de qui tu es. Souviens-toi de ça. J'ai signé et j'ai fermé le journal. Pendant un long moment, je suis resté assise là, sentant l'air chaud sur ma peau,
écoutant les bruits de la ville. Diane m'avait invité à rejoindre son club de lecture. J'avais dit oui. Nous lisions quelque chose sur des femmes qui s'étaient réinventées plus tard dans la vie. C'était approprié. Vanessa m'avait envoyé des photos du premier jour de maternelle de Ruby. Elle avait trouvé un logement stable, économisé assez pour une caution, commencé à construire quelque chose de sûr. Elle avait écrit « Merci d'avoir cru en moi quand je n'en étais pas capable. » Mais je n'avais rien fait d'autre que de me présenter, d'être présente, de prouver que quelqu'un pouvait se soucier sans rien attendre en retour. Peut-être que c'était suffisant. Les jours ont continué. J'ai pris un cours de poterie et j'ai fait des bols qui étaient de travers, mais qui étaient les miens. J'ai rejoint un groupe de marche qui se réunissait le samedi matin. J'ai planté un petit jardin dans des parcelles communautaires près du refuge, des tomates et des poivrons que je récolterai à la fin de l'été. J'ai commencé à dire oui aux invitations, vernissages, repas partagés, un concert dans le parc, de petites choses qui s'additionnaient pour former une vie qui semblait vécue plutôt qu'endurée. Un après-midi, j'étais assise sur mon banc préféré près de l'eau quand une jeune femme s'est assise à côté de moi. Elle avait l'air fatiguée, usée, comme j'ai dû avoir l'air il y a un an. Nous n'avons pas parlé au début, nous sommes simplement restés assises dans un silence confortable, regardant les bateaux se déplacer sur le détroit. Finalement, elle a dit, « Avez-vous déjà l'impression de vous être perdu ?» Je l'ai regardée. Oui, mais je me suis aussi retrouvé. Il a juste fallu que je quitte tout ce que je pensais qui me définissait. Elle a hoché la tête lentement, des larmes se formant. Je ne sais pas si je suis assez courageuse. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, ai-je dit. C'est d'être terrifié et de le faire quand même. Nous avons parlé pendant 1 heure. Je n'ai pas donné de conseils, je ne lui ai pas dit quoi faire. J'ai juste écouté, partagé des bribes de mon histoire quand cela semblait approprié, lui ai rappelé qu'elle n'était pas seule. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras. Merci. J'avais besoin d'entendre ça. Je l'ai regardé s'éloigner et j'ai pensé à toutes les versions de moi-même que j'avais été. La jeune veuve, la mère célibataire en difficulté, la femme qui a tout donné et si peu reçu, la personne qui a finalement dit assez. Chaque version avait mené à celle-ci, et celle-ci était la plus forte à ce jour. Je me suis levé et j'ai marché le long de la jetée, passant devant des familles prenant des photos, des couples se tenant la main, des gens pêchant au bord. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. J'ai brièvement pensé à Caleb. Je me suis demandé s'il pensait parfois à moi, s'il comprenait ce qu'il avait perdu, s'il en avait appris quelque chose. Mais ces pensées ne s'attardaient pas. Elles passaient comme des nuages, temporaires et lointaines. Parce que cette vie, celle que je vivais maintenant, ne le concernait pas. Elle me concernait, moi. J'avais tourné le dos à ma famille. Non pas parce que je n'aimais pas, mais parce que je m'aimais enfin assez pour choisir ma propre paix. J'ai atteint le bout de la jetée et je me suis arrêté, regardant l'eau. La brise soulevait mes cheveux. La ville brillait derrière moi. Et pour la première fois de toute ma vie, je me suis senti complète. Non pas parce que quelqu'un d'autre me faisait me sentir ainsi, mais parce que je m'étais rendue entière. Alors, voici ce que je veux savoir de vous. Avez-vous déjà dû vous choisir vous-même au détriment de personnes que vous aimiez? Avez-vous déjà tourné le dos à quelque chose qui vous détruisait lentement? Laissez un commentaire et partagez votre histoire. Et si ce voyage a résonné en vous, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, car ce n'est pas le cas. J'en suis la preuve.